Tous d'être venus voir de coup mon talk sur masse, ou plus exactement comment gérer votre bar métal comme si c'était une VM. Dans la salle, qui est Ops? Que je vois un petit peu. Du coup, j'imagine le reste c'est du dev. Qui est dev? Ok, cool. Ça risque d'être un peu. Il risque d'y avoir un peu de chinois que je. Enfin, ça risque de pas forcément trop vous parler pour les devs pendant une certaine période de la conférence, mais je vais essayer de faire en sorte que ça soit compréhensible pour tout le monde. Avant de commencer, je vais faire un petit 36-15 ma vie, même si j'ai jamais connu le Minitel, puisque j'ai 27 ans d'uptime. C'est le moment où vous pouvez me dire petit con. Je travaille chez Deezer et je suis accessoirement aussi bénévole au Resto du Cœur. Et vous pouvez me retrouver sur les réseaux, notamment avec mon pseudo qui se balade là-bas, hein, qui est Johnny5, qui est en rapport à ce robot-là, qui s'appelle Johnny5, et qui est le Wally raciste des années 80. Voilà, je peux pas mieux le présenter. Et puis, comme j'ai pas de journée suffisamment comment dire, chargée, ici à Tours, il y a maintenant 8 ans à peu près, je mixais très régulièrement, on va dire, en festival. C'est ce qui a fait d'ailleurs en partie que j'ai intégré 10 heures plus tard. Ça, c'était comment dire, au parc des expositions, dans le grand hall. Et puis, ça m'arrivait aussi de casser des fenêtres au Louvre. Pour la petite anecdote, là, c'est moi qui est sur la gauche. Ils ont mis comment dire, des planches en bois parce qu'on jouait tellement fort que ça pétait les vitres du Louvre. Donc voilà, j'ai planté le décor. Mais bref, trêve de bavardage, je vais vous donner un petit peu le contexte, on va dire, de cette conférence, puisqu'il y en a un. Et normalement, je suis censé avoir une vidéo, mais visiblement, elle ne fonctionne pas. Ah, si, ça y est. Alors, il y a du son, mais vous avez le sous-titre. Alors, je suis pas sûr que tout le monde ait bien entendu, mais en tout cas, c'était sous-titré. Bon, c'était une petite vidéo pour vous expliquer que les restos, malheureusement, ont 40 ans. Et qui dit 40 ans, enfin 41 ans plus exactement, mais on est dans notre 40e campagne, pardon. Les restos, donc en 85, hein, Coluche sur Europe 1, ça a eu fameuse petite idée, donc c'est dit, si on faisait une petite cantine comme ça, qui aurait pour vocation au démarrage de lancer 2000, 3000 couverts, maintenant on est à plusieurs dizaines de millions de repas qu'on distribue, enfin plusieurs centaines de millions de repas, donc c'est juste monstrueux. Mais je suis pas là pour vous parler en fait de ce truc-là en 85, hein, du lancement des restos, parce que ça je l'ai déjà fait d'ailleurs en keynote l'année dernière, ici à Tourcoing Tech. Mais je vais vous parler plus exactement en fait de l'arrivée du bar métal au resto. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu justement ma conférence sur comment nous avons transformé les restos du... Génial. Bon vous avez déjà vu une partie, on va dire, de cette histoire, mais on a commencé notre premier bar métal, hein, c'était un pauvre PC qui traînait dans un coin. Bon, ça, autant vous dire que c'était pas forcément facilement automatisable. Après, ensuite, on a eu la BOVC, plus exactement, donc celle-ci. Donc, parce qu'effectivement, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'histoire, en 2021, donc toujours, hein, je suis ingénieur réseau, donc je fais de l'infrastructure au quotidien. Je suis allé chercher des serveurs, donc au resto, le seul endroit où on a pu les installer, c'était dans les WC. En l'occurrence, on a un WC qui est juste derrière, un mitigeur qui pend, et puis la clim stratégiquement posée devant. Et donc là, on commençait à avoir un peu plus de bar métal. Donc là, il a fallu commencer à se dire, ok, 4 serveurs, ça va, encore, on peut se permettre d'installer l'OS, notamment avec une clé USB. Et puis, en 2022, notre ancien président, Patrice Doré, a lancé un appel sur TF1 que vous avez très certainement pas pu louper, puisque les restos étaient à 2 doigts de faire faillite. Et pour moi, ça a été véritablement le déclic, on va dire, pour lancer cette histoire de cloud. Me dire, en fait, moi je fais de l'infrastructure au quotidien, l'informatique ça coûte une blinde au resto, et il y a possibilité peut-être de faire quelque chose, sauf que le cloud, avant tout, c'est des serveurs. Et parce qu'au resto, on a une métrique qui est toute simple, 1 euro, un repas. 1 euro, un repas. Tout ce qu'on fait est drivé par cette métrique, 1 euro, un repas. Et donc voilà, donc en 2022, j'ai eu cette petite idée en me disant, voilà, ok, est-ce qu'on n'irait pas construire un mini AWS, puisque les restos étaient historiquement sur Amazon, mais en réalité pas si mini que ça, hein, puisque plus le temps passe, plus on grossit malheureusement. Et donc, ok, mais
vous imaginez bien, le cloud, c'est pas magique, hein, il faut bien des serveurs pour faire tourner le cloud, donc il faut aussi pouvoir les gérer. Donc on s'est dit, ok, pourquoi pas, allez-y, enfin allons-y. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on a voulu lancer ce cloud? Parce qu'effectivement, il y avait cette question de coût, mais vraiment, véritablement, en fait, ce qui nous a drivé, c'est de se dire qu'on ne veut pas faire rimer innovation obligatoirement avec pognon en permanence. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes qu'on accueille, on a de moins en moins de possibilités de les aider de manière alimentaire, puisque les dons qu'on a financiers, ou alors les dons aussi, même juste de nourriture, sont de moins en moins nombreux. Donc il faut qu'on aide d'une autre manière, sauf que souvent cette aide génère des besoins informatiques qui, eux, sont considérables. Donc d'une certaine manière, pour l'association, génère un coût qui est important. Et donc, c'est comme ça qu'est né le Cloud du Cœur. Donc le Cloud du Cœur, c'est une marque d'ailleurs maintenant déposée en resto, hein, comme les Enfoirés, les Restos du Cœur, eux aussi. Et donc si vous êtes intéressé pour avoir le détail, j'ai mis le QR code justement de la conférence que j'avais donnée sur le sujet. Je vois qu'il y a quelqu'un qui scanne, je laisse un peu de temps. Et avec l'objectif d'héberger toutes les associations, parce qu'on dit les Restos du Cœur. Il n'y en a pas qu'un seul, il y en a 113 au total. 112 associations départementales, une association nationale. Toutes ces entités juridiques ont besoin d'hébergement, on va dire. Alors la grande majorité, historiquement, est passée chez AWS, OVH, GCP, peu importe. Donc, nous, on s'est dit, on va faire une plateforme commune pour tout le monde. Et tout ça fonctionnant avec quasiment que des logiciels open source et en grande majorité des logiciels libres. Donc voilà un petit peu la galaxie des différentes solutions que l'on utilise. Et donc, dedans, forcément, naturellement, on a masse, mais aussi une autre très grosse composante de notre cloud, qui constitue notre cloud, c'est OpenStack. OpenStack, c'est littéralement fait fonctionner le cloud, c'est ce qu'on fournit d'ailleurs à nos utilisateurs. Et donc, vous allez voir d'ailleurs pourquoi c'est important, le lien entre masse et OpenStack, juste après. Et on a un besoin, c'est que tout doit être API. Toutes nos solutions techniques qu'on utilise au niveau du cloud, pour tourner le cloud, mais en même temps aussi ce qu'on fournit, doit être des API. Alors pourquoi ? Déjà d'une part parce que nous, au niveau du cloud, ça nous permet de faire en sorte que nos différentes applications puissent discuter entre elles. Et pour nos utilisateurs, c'est de fournir des contrats d'API. C'est ce que fournissent les cloud providers, hein. Ils vous fournissent un contrat d'API pour que vous puissiez consommer le service. Nous, c'est exactement la même chose. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble au global. Sachant qu'au Cloud du Cœur, on fournit l'infrastructure, mais on fournit aussi certaines applications qu'on héberge dessus. Donc globalement, on va retrouver la partie data center, serveur physique, la plateforme, donc OpenStack, l'outil en lui-même, de la puissance de calcul, du stockage, du DNS, de la base de données as a service, du cube as a service, et puis après, en finalité, d'ailleurs des choses que vous pouvez voir au quotidien, hein. Si je prends par exemple, on a eu Radio Resto, qui est une radio éphémère, où on a eu un décrochage sur les ondes nationales, et bien ça c'était hébergé donc sur le Cloud du Cœur. Et donc moi aujourd'hui, je vais vous parler, forcément, hein, j'ai parlé de Bare Metal. J'ai pas mon t-shirt ACDC aujourd'hui, ça aurait été encore plus dans le contexte, mais donc je vais vous parler donc vous l'aurez compris, de serveurs physiques. Alors les serveurs physiques, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Le resto, ça c'est quand on les a récupérés, qu'on les a installés. Ça c'est dans le data center historique des restos, qui est l'entrepôt en fait de l'antenne 28, qui a vocation d'ailleurs plutôt à disparaître à terme. Donc voilà, les serveurs en fait, on va les préparer, on va les installer, on va les préparer ensuite, on va les installer. Sauf que on n'installe pas, nous en tout cas, quand on fournit les serveurs et qu'on va les installer dans des data centers, on n'installe pas l'OS tout de suite dessus, et c'est Mas qui va s'en occuper. Je vais vous expliquer comment. Et pour remettre dans le contexte, on n'a pas un data center, on a 3 data centers par région. On a 3 régions au total qui sont en cours de déploiement. On a Chartres, Paris et Marseille. Et dans ces 3 régions, pour une question de redondance, on a à chaque fois 3 data centers. Donc c'est 3 B dans 3 data centers, puisque les data centers nous offrent de l'hébergement, une baie à chaque fois. Et bien en fait dans ces data centers là, on a un design type de rack qu'on vient installer dans ces DC là, avec justement ces différents serveurs. Donc ça c'était pour la partie resto, mais il faut aussi suivre quand même qu'on a suivi tout au long de notre existence en tant qu'humain un certain nombre de révolutions industrielles. Et le premier, c'est qu'on est passé
vous allez peut-être pas voir le truc tout de suite, mais on est quand même passé du mainframe au PC. On est passé des trucs qui prenaient une place énorme dans des salles à un truc qui tient littéralement sur un bout de bureau, comme ici. Donc ça ressemblait à ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des gens qui font encore du de la anciennement S100 IBM i-Series? Ouais, il y a encore des... Pourtant, t'as pas de... de cheveux blancs. Mais effectivement, il y a encore des gens qui utilisent ce genre de choses. On est passé de la virtualisation au cloud. La virtualisation, le cloud, d'une certaine manière, c'est de la virtualisation à grande échelle. Mais c'est une autre évolution d'un point de vue informatique. C'est qu'on avait au démarrage nos VMware, nos ESX hébergés chez nous, puis après on s'est dit pourquoi pas le mettre sur un cloud public et puis d'héberger ça ailleurs. Et avec cette arrivée-là aussi, on a commencé à avoir les conteneurs. Et les conteneurs est le principe du DevOps en se disant on va tout foutre dans des conteneurs qui vont tourner sur du cloud. Sans vraiment soucier notamment parfois de l'isolation. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est arrivé Kubernetes. Bon, globalement, vous l'aurez compris, c'est un peu l'évolution, on va dire, naturelle de l'informatique dans les grandes lignes d'un point de vue hébergement. Et vous allez le comprendre plus tard pourquoi dans cette conférence. Mais maintenant, en plus, dans cette révolution industrielle, on a commencé à voir l'IA. Bon, l'IA, ça reste que des ifs imbriqués, si on schématise le truc de manière grossière. Bon, bref. Le problème actuel, c'est quoi? C'est que globalement, le cloud public, c'est super bien, mais on va avoir des coûts qui sont exponentiels et des dépendances très fortes, de plus en plus fortes. Et d'ailleurs, on s'en est rendu compte il n'y a pas très longtemps, parce que vous avez peut-être vu se balader sur Internet. Il y a la région US East 1 de AWS qui est tombée. C'est la principale région d'AWS qui est tombée. Ça tombe bien, ça fait tomber le 3/4 d'Internet, même sur des régions qui n'étaient pas censées être impactées. Mais ça n'a pas suffi, entre guillemets, puisque donc AWS est tombé, mais Microsoft est tombé également. Et moi, on est venu me voir en me disant, ça va, vous avez pas, tout fonctionne bien? Oui, il n'y a pas ni de Microsoft ni d'AWS dedans, donc oui, effectivement, ça continue de fonctionner. Et donc, c'est pour rappeler que gérer son bare metal, avoir son propre cloud, c'est important aussi, parce que pour une question l'idée quand même à l'origine d'Internet, c'était de faire en sorte d'avoir quelque chose de décentralisé. On se retrouve maintenant avec des choses hyper centralisées, puisque tous nos sites se retrouvent sur les gros cloud providers. Le CDN, j'en parle même pas. Donc là, l'idée aussi, c'est de commencer à revenir dans le véritable principe fondamental d'Internet, qui est normalement la décentralisation. Alors vous allez me dire, donc pourquoi parler de bare metal en 2026? J'avais donné cette conf en 2025, c'est pour ça. Surtout à l'ère du cloud et de l'IA, où globalement, on a plutôt tendance à aller consommer des services après à travers une interface, ou une API par exemple pour l'IA, plutôt que d'aller racker des serveurs et mettre des GPU dedans. Et surtout pourquoi ça redevient stratégique. La première chose, c'est la performance brute et les latences. Nous, on l'a remarqué, forcément, naturellement, quand vous allez sur un cloud public, ils mutualisent au maximum. Vous n'êtes pas tout seul à être sur l'hyperviseur qui fait fonctionner votre VM. Donc les latences peuvent être... alors, si le cloud provider a bien fait son travail, normalement, le principe du voisin bruyant n'existe pas. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et donc, si vous voulez, par exemple, des performances extrêmement élevées et des latences très faibles, le bare metal reste quand même, on va dire, la solution de choix. Nous, par exemple, on a le site des Enfoirés, qui est un site que vous avez peut-être déjà visité. Vous avez déjà très certainement vu le concert des Enfoirés rediffusé sur TF1. On a un pic de consommation, d'utilisateurs justement sur le site des Enfoirés le jour de sa publication. On a besoin de performance à ce moment-là, mais on n'en a pas besoin le 3/4 du temps. Donc, en fait, les machines ne sont pas... on ne va pas chercher à allumer le serveur en permanence, sachant qu'en réalité, ce besoin-là, il est qu'un week-end dans l'année. Donc, le serveur en lui-même, on va préférer allumer un serveur bare metal juste pour un site, pendant un court temps, plutôt que de laisser un hyperviseur avec plein de VM tourner dessus pendant X temps, pour des questions de latence, parce que nous, on a besoin que le site puisse répondre très, très rapidement. Un autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on commence à avoir de plus en plus de gens qui commencent à vouloir venir du cloud public vers du cloud privé,
Bon, je ne vais pas rentrer dans la politique, parce que d'ailleurs c'est le sujet juste après, mais il y a des questions notamment de souveraineté. Alors j'ai pas trop ce mot, parce que d'ailleurs il est très pris par l'extrême droite, mais c'est globalement, on pourrait parler d'autonomie stratégique, ce genre de choses. Mais l'idée c'est de faire en sorte, entre guillemets, que si un jour on nous coupe, bah, que le service ne se retrouve pas coupé, parce que c'est un acteur externe, entre guillemets, qui pourrait intervenir. Alors par exemple pour le cas d'OVH, pour le cas de Scaleway, c'est un peu différent, mais la grande majorité des sites ne tournent pas sur ces sites-là, et c'est ça qui est d'ailleurs dommage. Il y a des questions aussi d'RGPD. Pouvoir maîtriser son bar métal quand il est en France et qu'il est dans votre data center, bah forcément c'est pas la même chose que s'il est par exemple aux États-Unis ou ailleurs. Et puis, il y a cette question de la Patriot Act et de la Cloud Act. Notamment, nous, par exemple, au Resto, on n'a pas spécialement envie que nos données se retrouvent accessibles. Alors, honnêtement, je pense que le gouvernement américain n'aurait absolument rien à faire. Mais on n'a pas spécialement envie que nos données se retrouvent accessibles, en tout cas les données de nos bénéficiaires se retrouvent accessibles à n'importe qui. Donc c'est pour ça qu'on a besoin aussi de reprendre le contrôle là-dessus. Et puis, une question d'indépendance technologique. Debian, qui est l'OS qui fait notre cloud, va pas mourir demain. En tout cas, c'est pas prévu. C'est une communauté qui le gère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on préfère des logiciels libres gérés par des fondations, par des entités, comme le fait par exemple Debian, comme la Open Infra Foundation, qui est d'ailleurs passée sur la Linux Foundation pour OpenStack. C'est parce que justement, c'est une fondation qui le gère. C'est pas une entreprise. Alors, je dis ça, mais en réalité, je vais vous présenter Mass qui est détenu par Canonical, mais le projet reste open source. Ça fait partie des rares exceptions qu'on a acceptées. Mais globalement, on essaie au maximum de prendre des logiciels qui, justement, visent un maximum d'indépendance technologique. Et puis alors, l'empreinte carbone, pour nous, elle est importante, c'est que les serveurs qu'on récupère, c'est des serveurs qui étaient destinés à la poubelle. Alors vous allez me dire, mais s'ils étaient destinés à la poubelle, il y a peut-être une raison. Alors, la grande majorité du temps, oui, sauf que ce qu'on s'oblige, on va dire, de notre côté, c'est de récupérer du bar métal qui a entre 4 et 7 ans. En dessous, on ne prend pas parce que ça consomme beaucoup trop. C'est dommage, j'avais un graphique à vous montrer, mais je ne l'ai pas remis ici, qui globalement montre la loi de Moore et qui explique que, en fait, on a atteint un plateau, notamment au niveau du CPU, et donc il est difficile, on va dire, en consommation équivalente, maintenant de faire mieux. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé plutôt de réutiliser du bar métal qui était destiné à la poubelle, déjà pour des questions de coût, parce qu'on ne l'a pas l'acheté, mais en plus de ça, ça évite de détruire des machines qu'il faudra reconstruire de toute manière, avec des nouveaux CPU. Donc c'est la raison pour laquelle on réduit, on va dire, l'empreinte carbone, puisque le serveur, on le récupère, on le fait fonctionner le plus longtemps possible. Et alors, le bar métal, si vous avez déjà déployé du serveur, en fait, il y a un gros problème quand même, c'est que c'est hyper long. Un serveur, c'est pas comme un PC. Quand vous le démarrez, ça va vérifier la RAM, ça va vérifier que globalement tout fonctionne, qu'il n'y ait pas un ventilo qui dysfonctionne, ce genre de choses. Et s'il y a malheur d'y avoir un tout petit truc, il démarre pas. Donc ça, c'est la raison pour laquelle déployer du bar métal, c'est la première raison pour laquelle déployer du bar métal, c'est long. Mais la deuxième, et vous l'avez peut-être déjà utilisé, cette arme du crime, c'est la clé USB. Qui a déployé des serveurs avec une clé USB branchée au cul? Tout le monde, moi aussi. Hein. Parce qu'en plus, on va rentrer dans le principe de l'œuf et de la poule. Pour pouvoir installer Mass, il faut quand même installer un OS, donc il va falloir une clé USB un jour. Oui, ok, ça, il n'y a pas de souci. Déployer un serveur avec une clé USB, ça va. Déployer 150 serveurs avec une clé USB dans un data center, non, ça va pas. C'est pas du tout comme ça qu'on va chercher à le faire. Et pour une raison qui est simple, c'est qu'on va vouloir, en tout cas nous, de notre côté, appliquer un principe que tout le monde connaît, hein, surtout si vous avez suivi la mouvance DevOps, puis après série, etc. C'est le principe de pet versus cattle. On va pas vouloir gérer notre serveur comme si c'était notre chien. On va vouloir le gérer comme si c'était un troupeau de bétail, on va dire, puisqu'on n'en a pas un, on en a plus de 150. Donc, on a besoin justement de pouvoir avoir des outils qui nous permettent de le faire, et la clé USB, c'est pas du tout l'outil utilisable pour ça. Alors là, typiquement, c'est des photos, pour vous remettre dans le contexte, on allait justement installer des serveurs sur Paris. Et donc on a préparé ces serveurs qui allaient s'installer. Alors cette blague-là fonctionne mieux quand je l'ai donnée à Toulouse, puisque là, c'est la première fois qu'on peut voir des serveurs posés sur du cassoulet. Il aurait fallu de la rillette éventuellement pour Tours, mais du coup, voilà, on a donc préparé les serveurs qu'on a mis sur Pelt pour aller ensuite les installer. Il n'y avait pas l'OS dessus.
Et ça, typiquement, c'est une autre baie qui est partie dans un autre data center. Là, il y avait même encore plus de serveurs. Alors, pour ceux qui font de l'infrastructure, le premier truc que vous allez me dire, c'est qu'il y a un protocole qui est magique qui s'appelle le PXE. Alors, oui, on est d'accord. Par contre, il n'y a pas vraiment de problème avec le PXE en tant que tel. C'est juste que monter son propre serveur PXE et de faire en sorte qu'il soit avec une API, ce genre de choses, en fait, c'est un peu réinventer la roue parce qu'il y a des outils qui le font déjà pour ça. Et c'est ce que fait Mas d'ailleurs. Et le deuxième point, c'est que le PXE, à proprement parler, sans automatisation, sans ce que va pouvoir embarquer Mas, c'est hyper lent. Et puis d'ailleurs aussi, l'autre point, c'est que par défaut, le PXE, il va vous balancer l'image réseau sur le réseau. Donc vous allez booter votre machine sur le réseau, vous allez récupérer l'ISO, mais ça revient aux mêmes choses que la clé USB. Il faut quand même pouvoir automatiser l'installation. Parce qu'on ne va pas venir brancher un clavier, un écran, une souris, et puis pour pouvoir aller faire l'installation du serveur. Et puis le PXE c'est bien, mais l'erreur humaine est vite arrivée, parce que justement, en tout cas si vous n'avez pas cherché à automatiser toutes les étapes d'installation de l'OS, c'est faisable, hein, mais je ne dis pas que c'est pas infaisable, c'est faisable, mais c'est beaucoup plus complexe, eh bien c'est forcément vous êtes plus à risque de faire des erreurs. Et c'est là où on s'est dit, bah, si on faisait comme les grands, comme ceux qui font du cloud, parce que vous imaginez bien que AWS, même OVH ou plein d'autres, ne s'amusent pas à aller installer les serveurs avec une clé USB. Et donc, c'est là où on s'est dit, bah, on va appliquer le mindset du cloud sur l'hardware. Alors, cette slide-là, j'ai fait une Jean-Claude Van Damme, mais version image, c'est-à-dire qu'il faut la redécouper, la mettre dans le bon sens. C'est le bar métal, la virtualisation et le cloud, si on prend les trucs dans le bon sens. Alors, vous allez me dire, ok, maintenant qu'on a tout le décor, quelle solution on va prendre pour pouvoir, pour éviter de réinventer la roue, parce qu'on sait que le PXE ça fonctionne bien, mais qu'est-ce que je vais prendre pour pouvoir déployer mes serveurs? Nous, au Resto, on s'applique un truc, c'est qu'on cherche à être le plus simple possible. C'est-à-dire que quand on cherche une solution, on ne va pas chercher celle qui est la plus sexy, celle qui est la plus... celle qui nous fait briller sur un post qui apporterait 1000 likes sur un post LinkedIn, c'est pas notre objectif. Nous, notre objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est globalement, qui répond à notre besoin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a utilisé OpenStack. La grande majorité des gens m'ont dit pourquoi vous avez pris OpenStack? Enfin, vous tirez une balle dans le pied parce que c'est l'enfer à gérer. C'est vrai. Pour le fait que ça soit l'enfer à gérer. Par contre, ça a l'avantage quand même de répondre totalement à notre besoin, à savoir rendre du service accessible sans qu'il y ait de dépendance à l'équipe. Mais OpenStack, justement, cette question du bar metal as a service, ils se l'ont déjà posé. Ils fournissent un outil qui s'appelle Ironic, et on s'est dit, pourquoi pas partir là-dessus? C'était notre premier test. On va pas utiliser, on n'est pas parti sur Ironic pour plusieurs raisons. Ironic, déjà, il faut une stack d'OpenStack, en partie, on va dire, pour pouvoir le mettre en place et pour pouvoir l'utiliser. C'était pas souhaitable. On ne veut pas faire encore une fois, le principe de la fée de la poule. Hein. On ne veut pas pouvoir avoir besoin d'un OpenStack pour monter un OpenStack. Enfin, c'est un peu chiant. L'autre point aussi, c'est qu'on veut pouvoir commander du bar metal avec une web UI en plus de la CLI et de l'API, parce qu'on a des gens qui sont beaucoup moins à l'aise avec de la CLI ou de l'API. Donc il faut quand même une interface utilisateur qui soit accessible. Ironic ne la fournit pas. Et c'est beaucoup moins adapté, je trouve, en tout cas, pour de l'Edge. En tout cas, comme nous, on l'a fait. Il y avait une autre solution. Alors, historiquement, nous, le control plane d'OpenStack tourne dans des clusters cubes. Ça allait bien quand on avait 3 racks, 3-4 racks dans un endroit fixe, parce qu'on pouvait avoir le control plane sur des serveurs physiques. C'est plus le cas maintenant, puisqu'on nous offre une baie dans un DC. Donc, il faut optimiser au maximum la place qu'on va utiliser dans le rack. Alors, au démarrage, on s'était dit, pourquoi pas, justement, avec le premier principe, donc les plusieurs racks, on s'est dit, pourquoi pas utiliser Tinkerbell, qui est une solution qui, globalement, fonctionne d'ailleurs très bien. Alors, le Tinkerbell, il a besoin de cubes pour pouvoir fonctionner. Donc, c'était un peu moins adapté, justement, à notre besoin. Et sachant que maintenant, pour des questions de compétences au sein de l'équipe, on a un peu abandonné l'idée de mettre le control plane d'OpenStack dans Cube, parce que ça nécessite une double compétence, celle de Cube et celle d'OpenStack. Malheureusement, on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir faire ça, donc on est parti sur un autre projet qui s'appelle Call Ansible.
Et donc, on a abandonné l'idée de partir avec Tinkerbell, par exemple, pour gérer le bare metal as a service. Et on s'est dit, bah, de toute façon, on fait ce que nous, on appelle du context-driven development, c'est-à-dire savoir penser avant de coder, réfléchir avant de coder. Et on s'est dit, bah, on ne va pas abandonner là, effectivement, ça ne répond pas à tout notre cahier des charges, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre solution qui pourrait justement elle remplir ce cahier des charges? Et c'est là où est arrivé MAS, Metal as a Service. Ça tombe bien, parce que tout était dans le nom. Alors MAS, c'est quoi? Bah, c'est un outil donc, qui est écrit par Canonical, l'entreprise qui développe notamment Ubuntu, mais pas que. C'est un produit qui est open source, puisqu'il en a GPL. C'est un produit d'ailleurs de tous les produits qui font du bare metal as a service, c'est très certainement un des plus vieux. MAS, il est développé depuis 2012. Il est globalement, du fait qu'il soit développé depuis 2012, c'est un intérêt pour nous, c'est que comme on a des serveurs qui sont un peu vieux, bah, les intégrations de ces serveurs sont déjà fonctionnelles, puisque bah, ils fonctionnaient déjà avant. Donc, globalement, toutes les grandes marques, puisque nous, c'est les serveurs qu'on récupère, on nous les donne. Donc, on doit être capable de pouvoir s'adapter à n'importe quelle grande marque. Dell, HP, Lenovo, peu importe. Et ben ça, MAS les supporte. Il y a plusieurs types de manières de déployer MAS. Alors MAS, il faut voir que c'est une grosse boîte noire, hein, il y a plein de choses dedans, mais il y a plusieurs choses de le déployer. Le premier, c'est en mode Snapcraft, enfin avec les snaps. Ne faites pas ça chez vous, très mauvaise idée, c'est de la merde. Et le deuxième, qui commence à être malheureusement un peu déprécié parce que Ubuntu force la main à ce que vous utilisiez les snaps, c'est utiliser Ansible. Alors nous, on utilise Ansible justement pour pouvoir déployer MAS. On a d'ailleurs, on va open sourcer le rôle qu'on a corrigé parce que bah, du coup, comme il est plus maintenu, nous on le maintient toujours. Enfin, il est de moins en moins maintenu, nous on le maintient toujours. Si vous voulez le tester, bon, je vous ai quand même remis les différentes commandes hein, d'installation simplifiée. Globalement, en fait, en une commande, vous avez installé tout le package de MAS pour qu'il puisse fonctionner, modulo 2-3 configurations à l'intérieur, notamment au niveau du réseau, puisqu'il embarque un serveur DHCP. Et donc, MAS, gros intérêt, c'est que vous allez pouvoir vous connecter à n'importe quel type de serveur avec les marques que je vous ai mis ici, mais surtout déployer n'importe quel type d'OS. MAS, ça doit être un produit qui est développé par Canonical et donc par Ubuntu, vous pouvez déployer autre chose. Denis, qui est tout en haut, coucou, avait fait un super article justement pour expliquer comment avec MAS on peut déployer un ESX. Ça marche. Nous, par exemple, on n'a que du Debian pour l'OS au niveau du cloud, en tout cas pour le bare metal. Eh bien, on le déploie avec MAS. C'est tout à fait possible. Et donc, déployer n'importe quel type d'OS, ça c'est possible, parce qu'on n'achète aucun hardware, donc on doit être en capacité de pouvoir installer justement n'importe quoi. On utilise beaucoup la partie BMC, alors est-ce que ça parle à tout le monde, BMC? Alors l'idée du BMC, c'est ceux qui managent des serveurs, c'est l'IDRAC, l'ILO, ce genre de choses. Globalement, c'est l'interface d'administration du serveur physique, enfin l'interface qui est dédiée à l'administration du serveur. C'est un peu comme votre BIOS sur votre PC, sauf que c'est accessible via le réseau. Et ben ça, notamment MAS a besoin de se connecter avec ça et doit avoir des intégrations justement avec ces différentes solutions pour pouvoir lui dire tiens, le serveur, tu me l'allumes, tu me l'éteins, tu me le mets en mode reboot, tu bootes sur le PXE, ce genre de choses. Et donc, je me suis un peu spoilé d'ailleurs dans tout ça, puisque globalement, comment fonctionne MAS? Vous avez en gros deux grosses choses à connaître. La partie région D. Région D, c'est le cerveau de MAS, c'est lui qui va globalement stocker, on va dire, les informations de zones de disponibilité de rack, ce genre de choses. La partie rackD, c'est la partie exécutante, c'est celle qui va globalement déployer l'image, qui va lancer le PXE, le DHCP, enfin toute cette configuration-là, en fait, c'est la partie rackD qui l'installe. Donc typiquement, nous, par exemple, dans une région, on a plusieurs racks, on va avoir qu'un seul région D, enfin en redondance, un seul région D, et on va avoir par contre un rackD dans chaque rack pour pouvoir déployer les serveurs. Et donc justement, le contexte, une région pour nous, ça ressemble à ça. On a 3 data centers qui sont d'ailleurs tous interconnectés entre eux, qui, d'une autre manière, ça ressemble à ça. Hein, c'est une AZ, un rack, à chaque fois on a la même chose. Une région est constituée de plusieurs AZ. Alors, j'ai pas énormément de temps, donc je vais pas aller trop dans le détail sur le fonctionnement global, enfin sur le fonctionnement, on va dire, détaillé de MAS, parce que le temps passe.
Mais ce qui est important, c'est que, comme je l'ai dit, notre objectif, c'est de gérer du bar métal comme si c'était une VM. Donc on va devoir gérer le cycle de vie du bar métal, entre guillemets, un peu comme si c'était une VM, même si forcément, de facto, c'est un peu différent, puisque le bar métal, c'est du bar métal. Alors la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'installer le serveur. Bon, j'ai mis quelques photos, hein, ça c'était tout au démarrage du projet, donc on est allé racker quelques serveurs, rien de bien très intéressant. Une fois que le serveur est racké, ce qu'il faut faire, c'est l'allumer. Le MAS, pour pouvoir fonctionner, il a besoin de plusieurs réseaux. Notamment, il va avoir besoin du réseau de management pour pouvoir notamment déployer l'image. Il va avoir besoin de l'OOB. Alors l'OOB, c'est le réseau sur lequel on va tendance à mettre justement l'IDRAC, l'ILO, ces interfaces dédiées au management du serveur. Il faut que MAS puisse communiquer avec ça pour qu'il puisse donner l'ordre d'allumer, d'éteindre, de redémarrer et de booter sur le PXE automatiquement. Quand vous allez donc installer votre serveur, ça c'est la première étape, l'allumer, il va justement booter ensuite sur le réseau et ensuite venir s'enregistrer dans MAS automatiquement en disant « Coucou, c'est moi, je suis un nouveau serveur, je suis disponible ». Parce que MAS aura exécuté un certain nombre de choses. Donc globalement, le réseau sur un rack, nous, ça ressemble à ça. Je parlais d'IDRAC, d'ILO. Pour ceux qui ne connaissent pas cette partie-là parce qu'ils ne font pas d'infra, ça ressemble à ça. Vraiment, globalement, c'est votre carte mère, mais accessible via du réseau. Alors ça va forcément un peu plus loin parce que vous allez pouvoir configurer tout un tas de choses, mais vous allez pouvoir comme ça regarder l'état de santé de votre serveur. Ah, ça ne veut pas, si c'est bon. Dans MAS, on va retrouver une notion qui est importante, qui est la notion de fabrique. Dans une fabrique, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver en fait la définition d'un certain nombre de VLAN, donc de réseaux qu'on va déployer. Par exemple, je veux déployer tel serveur qui va être un serveur d'observabilité. Je veux que mon serveur, une fois qu'il soit déployé, il soit déployé dans le VLAN d'observabilité, pas dans le VLAN de développement ou je ne sais trop quoi. Et bien ça, MAS, justement, vous pouvez lui donner toutes ces informations-là en lui disant, voilà, tu vas dans telle fabrique, tu vas avoir tel nombre de VLAN, et à ce moment-là, du coup, après qu'on déploie le serveur, on peut lui dire sur quel VLAN il sera installé. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà utilisé CloudInit ici? Ok. CloudInit, c'est pareil, c'est un truc qui est de plus en plus courant, on va dire, sur les clouds publics. OpenStack, ça fait très longtemps qu'il l'intègre. Donc OVH notamment, on l'utilise forcément puisque c'est de l'OpenStack derrière. On va retrouver aussi AWS qui le supporte, GCP également. Globalement, l'idée de CloudInit, c'est fournir un fichier, un fichier ou un ensemble de fichiers à l'exécution, à la création d'une machine pour lui dire tiens, ça sera tel utilisateur, telle clé SSH pour tel utilisateur, la configuration réseau. Globalement, c'est toute l'étape que je vous avais montré tout à l'heure où il fallait installer, donner les étapes manuellement pour pouvoir installer une machine, là en fait on le délègue à CloudInit. Donc ça, MAS le supporte puisqu'en plus c'est développé par Canonical à l'origine. Et en plus de CloudInit, MAS utilise Kurtin. Alors Kurt Installer, c'est quoi? C'est globalement l'outil qui va permettre d'installer le système d'exploitation sur le disque avant le premier boot. C'est-à-dire que quand MAS va déployer l'OS, il a deux possibilités, soit il charge en RAM, ce que nous on utilise, et ça vous le verrez un petit peu plus tard, de temps en temps, mais aussi quand vous voulez déployer une machine de manière finale, il faut bien que l'OS soit installé sur le disque, et donc ça c'est MAS qui s'en occupe avec Kurtin. Donc voici les différentes étapes du cycle de vie d'une machine. Donc le premier, ça va être une nouvelle machine vient d'arriver. MAS la détecte et génère automatiquement les paramètres au niveau de l'interface BMC, donc au niveau de l'IDRAC, de l'ILO, en disant voilà, je crée l'utilisateur pour pouvoir, moi en tant que MAS, pouvoir redémarrer la machine s'il y a besoin plus tard. Ensuite, il y a la phase de commissioning, donc il va exécuter un ensemble de scripts pour récupérer l'inventaire de la machine en disant tiens, cette machine elle a tant de GPU, tant de CPU, tant de RAM, et je remonte ça dans l'interface de MAS, comme ça j'ai mon inventaire. Une fois que tout ça est exécuté, elle passe en état ready, donc elle est prête à être utilisée. Et ça veut dire aussi que MAS peut gérer le power control, donc peut allumer et éteindre la machine automatiquement. Alors les démos, je les ferai tout à la fin, parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout le temps. Ensuite, dans les autres étapes, vous avez l'étape allocated qui
permet de faire la configuration de la machine, donc soit dans l'interface, soit avec Terraform, avec ce que vous voulez. Vous pouvez configurer votre serveur comme vous le souhaitez. Donc c'est un état déclaratif, vous allez dire bah, tiens je veux tel IP, tel nom de machine, etc. Et bah, la machine sera déployée de la sorte. Ensuite après il y a l'état deploying, où là bah, c'est comme son nom l'indique, la machine est en cours de déploiement, et l'état releasing, c'est là la machine, vous n'en avez plus l'utilité, vous pouvez la release, et à ce moment-là elle redevient de nouveau disponible pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que vous pouvez vous prêter du bare metal comme ça en fonction de votre utilisation. Nous, c'est ce qu'on fait très régulièrement. Par exemple, on a un environnement de sandbox pour tester des choses. On a 3 serveurs. Bah, ces 3 serveurs sont réinstallés très régulièrement grâce à MAS et sans clé USB. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble un MAS. Hein. C'est globalement pour l'interface web. On va retrouver toutes les informations intéressantes, à savoir l'état de la machine. Le nom de la machine, son état, donc si elle est allumée, éteinte, donc l'état, pardon, qui l'a déployé. Donc ça c'est intéressant aussi, quand vous travaillez en équipe, ça permet de savoir qui l'a déployé. Après vous pouvez créer des pools. Nous par exemple on a les pools d'Hyper-V OpenStack. Voilà, c'est des tags que vous pouvez rajouter. La zone, comme je l'ai dit, nous on a un contrôleur et 3 RACD. 3 AZ différentes. Bah, nous, les zones, ça nous permet de savoir sur quel AZ c'est déployé. C'est très pratique. Et la dernière partie, c'est la fabrique, donc pour savoir sur quel ensemble de VLAN je vais avoir récupéré. Là, normalement, j'ai encore une démo, ça je la ferai vraiment à la fin. Et comme tout outil moderne, bah, MAS fournit une API. Alors, il fournit une API que nous, qu'on utilise pour plein de raisons, et la première, c'est par exemple, comme on utilise Slack, et qu'on a besoin de savoir quand un serveur est disponible, quand un serveur est installé, et ce genre de choses, on utilise l'API de MAS pour pouvoir envoyer une notif sur Slack en disant « Coucou, cette machine, elle est disponible, elle est dans tel état ». Mais également aussi, on utilise Netbox en tant que source de vérité. Eh bien, lorsqu'une machine est nouvelle sur le réseau, elle est automatiquement enregistrée dans notre source de vérité, qui est en fait notre CMDB, qui est Netbox. Vous pouvez donc gérer avec Terraform ou Pulumi. D'ailleurs, Pulumi, c'est moi qui avait transformé le provider Terraform en provider Pulumi pour MAS, ça fonctionne. Et également, vous avez toute une collection de Ansible pour pouvoir à la fois déployer MAS, mais également aussi, une fois que les machines sont déployées par MAS, vous pouvez utiliser MAS en tant qu'inventaire dynamique pour vous connecter sur les machines que vous avez déployées derrière avec Ansible. C'est un peu une certaine mécanique à avoir. Et nous, ce qu'on utilise, je l'ai dit, on utilise Debian, mais on utilise des images Debian custom. Et bien, pour ça, on utilise Packer, et ça tombe bien, parce que MAS permet de déployer via le réseau des images Packer. Donc vous allez pouvoir construire une image Packer que vous allez avoir sur votre cloud, sur votre infra on-prem, justement parce que MAS permet de déployer des images Packer directement sur le réseau. Ça, je le montrerai plus tard. Dans l'équipe du Cloud du Cœur, on a une CLI. On a une CLI qui est pour toute l'équipe, qui permet de rendre autonome n'importe quel contributeur de l'équipe, puisqu'on a en fait on a une organisation qui est, bon, désolé pour la blague, mais comme je travaille chez Deezer, on a récupéré en fait l'organisation de chez Spotify, à savoir ils sont organisés sous format de chapters. Dans ces chapters, on va retrouver un lead et des contributeurs. Bah nous, c'est la même chose. Dans l'équipe du Cloud du Cœur, on a des chapters, infra, réseau, sécurité, SRE, service. Et à chaque fois, ces contributeurs vont devoir avoir la possibilité de contribuer dans d'autres chapters, parce que on reste une seule et même équipe. Et donc l'idée, c'est d'avoir une CLI qui justement rend disponible, par exemple, les choses qui sont faites par l'infra aux gens qui font du réseau, à ceux qui font de la sécu. Tout ça à travers une CLI unifiée. Eh bien, ça tombe bien parce que MAS fait partie des choses qui sont rajoutées dans cette CLI. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait du réseau et qui veut avoir accès aux serveurs qui ont été déployés par le chapter infra, en fait, il a tout à fait la possibilité puisqu'il peut lister les machines qui sont dans MAS. Il peut déployer une machine, il peut regarder les événements, il peut la power off s'il le souhaite. Parce que justement, cette CLI rend accessible à n'importe quel contributeur l'accès à MAS notamment. Et donc pour nous, la CLI, c'est vu comme un symbole de confiance puisque ça permet à chacun de contribuer, de comprendre et surtout d'agir sans aucun problème.
Un autre point qui est intéressant en intégration, notamment avec Mass, c'est qu'on a une gestion qui est assez particulière quand même de l'énergie, puisque historiquement on avait un contrat à la consommation. J'ai donné une conférence là-dessus, j'en parlerai un petit peu plus tard. On a un contrat à la consommation où globalement c'est un peu comme chez vous, plus vous consommez, plus vous payez. Ça c'est simple. Donc, il y a une loi qui dit que plus globalement un appareil chauffe, plus il consomme. Et donc pour ce faire, nous on vient on vient automatiquement récupérer des informations, notamment au niveau des instructions CPU, côté Apple notamment, puisqu'on a des CPU Intel, grâce à un outil qui s'appelle Scaphandre et qui nous permet comme ça de récupérer la consommation des serveurs. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec Mass? J'y arrive. On a développé un outil qui est open source, qui s'appelle OpenBarMetal. OpenBarMetal, c'est un outil qui est écrit en Rust, qui a pour objectif de venir récupérer des métriques dans notre base de données, enfin de notre TSDB qui est VictorMetrics, équivalent de Prometheus, qui a pour objectif de venir récupérer des métriques en disant, par exemple, tel pool de serveurs OpenStack, je suis à 70% du CPU. Ok, super, mais le problème c'est que nous, en tant que bénévoles, on n'a pas spécialement envie d'être en permanence derrière, à devoir allumer et éteindre les machines, même si c'est à travers Mass. On veut que ça soit quelque chose d'automatisé. C'est là où OpenBarMetal intervient, puisqu'il récupère ces métriques en permanence, on lui définit des seuils, il vient interroger Mass en lui disant « j'ai quelle machine qui est disponible? Ok, est-ce que tu peux me la démarrer et me la déployer ?» Et ça, OpenBarMetal nous permet de faire scale le BarMetal de manière totalement automatisée. Alors, c'est pas sans défaut, parce qu'un serveur allumé et éteint toutes les 2 minutes, ça ne dure pas très longtemps, ne faites pas ça. Sauf si vous retirez le storage. Et donc, sur nos racks, on a ce qu'on appelle des nœuds dits d'overflow. C'est des nœuds qui sont provisionnés automatiquement, qui sont allumés automatiquement, mais qui n'ont pas de disque. C'est-à-dire que Mass déploie un nouvel hyperviseur, fait toute sa configuration dont il a besoin, mais ne déploie pas l'OS sur le disque, il le déploie en RAM. Une fois qu'il n'en a plus besoin, il déprovisionne la machine, il le sort du pool OpenStack, et la machine a disparu. Et donc il fait ça automatiquement. Et donc voilà un petit peu comment fonctionne OpenBarMetal. Je suis un peu vite. Globalement, dans OpenBarMetal, vous avez un certain nombre de scripts pré- et post-provisioning pour pouvoir rentrer et sortir une machine justement d'un pool, par exemple OpenStack ou autre chose. On a une CLI d'ailleurs qui fournit pour voir un petit peu l'état des machines côté OpenBarMetal, justement pour savoir où est-ce qu'elle est déployée. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ok, actuellement c'est Mass qui est interrogé, mais ça pourrait être aussi d'autres solutions, comme Tinkerbell, comme Ironic, comme autre chose, et de pouvoir faire donc scale automatiquement le matériel. Ça nous a permis de réduire par 3 la consommation élec de notre rack, parce que les serveurs sont jamais en permanence allumés. Ils sont allumés en fonction de la demande. Et ça a été rendu possible parce que Mass est en capacité de venir allumer, éteindre, provisionner automatiquement le serveur sans qu'il y ait d'humain derrière qui s'en occupe. La seule chose que nous, on a eu à faire, c'est de pré-provisionner les informations sur les machines. En disant, pour tel pool, tu pourras prendre telle machine, elle aura telle IP, telle configuration. Donc le résultat de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup moins de friction et beaucoup plus d'autonomie parce que la CLI rend l'accessibilité du déploiement de BarMetal de manière accessible à n'importe qui au niveau de l'équipe. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'être un informaticien, enfin une personne, un Ops, pour pouvoir déployer un nouveau serveur. Vous pouvez commander un nouveau serveur en étant dev avec la CLI, ça c'est déjà un premier point. Et on est passé de l'uniformisation jusqu'à de la confiance, puisque en uniformisant la manière de déployer les serveurs, forcément on est beaucoup plus confiant sur la manière dont, d'une part, on va se connecter sur les serveurs, la manière dont on va aussi également les maintenir sur le long terme, puisqu'ils sont tous gérés de la même manière. Et pour terminer, avant que je vous fasse les petites démos, maîtriser le BarMetal, pour nous, c'est pas sans impact, puisque ça nous permet d'économiser, enfin en tout cas, de sauver plus de 300 000 repas par an, puisque je suis toujours avec la métrique, 1 € un repas. 300 000 repas par an supplémentaires, donc c'est pas négligeable. Et donc, pour terminer, donc, au Resto du Cœur, chaque serveur allumé compte. Grâce à Mass, on allume seulement quand c'est utile, puisque vous l'aurez compris, c'est pas qu'avec Mass, c'est avec aussi OpenBarMetal. Et on prouve ainsi, une fois de plus, que l'efficacité et la solidarité peuvent s'associer sans aucun problème.
Si jamais on recrute des chefs de projet, des DevOps, de tout ce que vous voulez, on cherche des bénévoles, donc s'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, on recrute. Avant de passer aux questions, je vais juste vous montrer la petite vidéo, justement du déploiement de masse. Hop. Alors je découvre l'informatique, c'est pas très simple. Tac. Je vous dis vraiment, je découvre l'informatique. Hop. D'accord. Voilà. Alors, j'avais préenregistré la démo parce que vous imaginez bien que déployer tout un data center en 10 minutes, j'ai presque un peu menti dans le sens où c'est possible, mais pas pendant une conférence, il y a trop de risques. Donc j'avais préenregistré la chose en me disant, alors, qu'est-ce que j'y fais? Alors là, c'est la première démo. Le premier truc, c'est que là, je viens d'installer mon serveur, il est déjà enregistré dans Mast, donc il s'est déjà enregistré. Donc il y a déjà, je retrouve toutes les informations, donc les interfaces réseau, l'état de la machine. Là, je suis dans la phase de commissioning. Celle que j'expliquais tout à l'heure, c'est j'exécute un certain nombre de scripts pour vérifier par exemple que les disques qui sont présents sur la machine ne présentent pas d'erreur, que la conf réseau elle est OK, ce genre de choses. Et même des scripts que je pourrais écrire moi-même et que je ferai exécuter justement pendant cette phase, c'est tout à fait possible. Et donc voilà, donc Mass gère automatiquement, pilote en fait, le serveur. Donc là il lui a dit tu bootes sur le PXE, nous on touche à rien, vraiment on lui dit juste OK, tu me déploies la machine ou tu la passes en mode commissioning. Donc là, il gère tout seul parce que la machine est déjà enregistrée. Hop. C'est pas simple. Tac. Donc voilà. Donc là, il est toujours en phase de commissioning. Est-ce que avec l'autre vidéo... Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Cette fois-ci, on va déployer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer une image custom, en l'occurrence Debian 13, non, Ubuntu, je dis une bêtise. Ça fait un moment que j'ai pas... Donc là, vous avez la possibilité de choisir l'OS, la version de l'OS, le kernel aussi que vous voulez embarquer. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités. Donc, si vous voulez envoyer un script Cloud Init spécifique, vous pouvez le faire. Sinon, par défaut, il va créer un script Cloud Init avec toutes les informations que vous avez stockées dans Mass. Si vous avez envoyé votre clé SSH dans Mass, elle est déjà envoyée, donc c'est pas nécessaire. Et donc là, je viens de lui dire, OK, tu peux me le déployer. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas moi qui ai appuyé sur Power sur le serveur. Il a allumé le serveur. Il va lui dire, tu me bootes sur le PXE pour charger l'image. Le premier truc qu'il va faire, c'est tester l'image qui va déployer est fonctionnelle, qu'il arrive bien à la joindre. Une fois que c'est fait, je vais avancer un peu parce que forcément, c'est une vieille machine, donc en plus ça prend un peu de temps. Donc là, il déploie la machine. Dans les logs, on voit automatiquement tout ce qui est fait. Hop. J'avance un peu parce que... Et donc là, la machine est déployée. On le voit tout en haut au statut. La machine a démarré, l'OS est persisté sur le disque, et là, moi, j'ai plus qu'à tester de me connecter en SSH sur la machine. Elle est disponible et je peux faire ce que je veux avec. Si je veux la redéployer, c'est le même principe. Il a toujours accès à la BMC, même une fois que le serveur est déployé. Donc, si vous lui dites de le redéployer, il va éteindre la machine tout seul, il va la redéployer automatiquement. Il va relancer en fait toutes les tâches. Donc voilà, globalement, ce que l'on peut faire avec Mass. Hop. Eh bien, j'ai terminé. Si vous avez des questions, on a encore un peu de temps, je crois. Ouais, OK. Voilà. C'est pas pratique parce qu'il y a une latence entre quand je clique, quand je fais quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Je suis désolé si je vous ai endormi, c'est l'heure de la sieste normalement. Oui ? Ouais. Ouais. Alors je vais répéter la question pour... la question c'est, on fait du scale-up, mais est-ce qu'on fait aussi du scale-down ? C'est tout l'intérêt en fait, d'Open Bare Metal avec Mass qui est connecté derrière.
C'est que quand la charge a disparu, donc sur le pool originel, la charge est en dessous des 70% par exemple, et bien automatiquement il va couper la machine qu'il a démarrée, il va déprovisionner en fait ce qui est dessus, il va la couper, il va migrer éventuellement aussi, en fait il va faire un équivalent d'un drain si tu fais du cube, il va drainer en fait le nœud et ensuite il va le couper. Donc oui effectivement il y a du scale down, les serveurs sont éteints quand on n'en a plus utilité. C'est comme ça qu'on a réduit par 3 la consommation. Allumer des serveurs, c'est facile, les provisionner aussi. Par contre, les éteindre, c'est un peu plus embêtant. Ouais. La question, c'est combien de temps ça peut prendre justement un serveur en cas de scale de s'allumer. Un serveur, habituellement, ça prend entre 5 et 10 minutes, ça dépend de la quantité de RAM que tu lui mets. Nous, ils ont en moyenne 1 Tera 5, enfin entre 1 Tera et 1 Tera 5 de RAM, donc ça prend plutôt 30 minutes. En l'occurrence, nous, ce qu'on a fait, c'est que sur les nœuds d'overflow, en fait, on a désactivé la vérification de la RAM. Donc on sait que si on a de la RAM qui est perdue en cours de route, c'est pas très grave. Comme ça, on boot en moyenne entre 2 ou 3 minutes à peu près. On est passé de 30 à 2-3 minutes, hein, c'est plutôt acceptable. Sachant qu'on on s'assure que le seuil qui est déclaré au niveau de la barre métal puisse laisser le temps à masse d'allumer, déployer la machine. C'est pour ça qu'on a mis 70% de la consommation du CPU et pas 90%, parce qu'en fait, on sait très bien que le temps que la machine soit démarrée et qu'elle rejoigne le pool, en fait, on avait déjà atteint le plafond. Donc c'est pour ça qu'on a ce seuil-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Ouais. La question, du coup, je vais répéter, c'est est-ce qu'il y a de l'observabilité, comment on sait gérer l'observabilité en cas de justement de scale et de déploiement? C'est ce que j'expliquais en fait. Victoria Metrics, c'est notre outil de monitoring. Donc pour scaler, il a besoin des métriques qui sont dans l'outil de monitoring. Donc lui, il va venir monitorer uniquement les données qui sont du pool qui lui reste en permanence allumé, parce que c'est intéressant pour nous, mais celui qui n'est pas allumé, enfin qui n'est pas en permanence allumé, lui on ne stocke pas les métriques de ce truc-là, parce que de toute façon il est éphémère. Donc pour le moment en tout cas. Et donc lui se base que sur les métriques du pool qui reste allumé. Alors ça c'est humain, la détection du matériel défectueux. C'est souvent quand on se connecte sur l'HydraC et qu'on voit qu'on a perdu 2-3 barrettes de RAM en cours de route. C'est rarement arrivé pour être honnête. Après on travaille qu'avec du matériel très ancien aussi. Donc forcément on a de la casse en fonction de la vie du matériel. Mais en même temps, on a cette volonté de pouvoir faire perdurer le matériel le plus longtemps possible parce qu'on trouve que c'est inadmissible d'aller jeter des serveurs qui ont 3 ans à la poubelle. Donc voilà. En tout cas, j'ai terminé. Merci beaucoup. Si vous voulez me laisser un avis, un commentaire ou autre, n'hésitez pas. Merci beaucoup.